Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2 partie 4 et je pense qu'on a assisté dimanche 17h à un des chapitres les plus brutaux depuis le début du manga et c'est ce pauvre panda qui en a fait les frais. On est parti pour la review. Bonjour à tous, j'espère que vous ça va et que vous êtes remis du chapitre précédent. Moi je vous cache pas que j'ai bien fait comme si j'avais pas sorti la review, je l'ai même pas réécouté comme je le fais habituellement pour vous dire. Bref, on se concentre sur le chapitre de cette semaine, le 184, et je pense que c'est acté, Akutami déteste les secondes années. Todo qui perd un bras et sa technique dans la foulée, Inumaki qui lui aussi perd un bras, Maki à moitié brûlé qui voit sa sœur mourir dans ses bras et maintenant Panda qui après avoir perdu son père se fait massacrer. On a clairement une différence de traitement entre les élèves. On va revenir évidemment sur l'énorme fessée que Kashimo a mis à Panda, mais qu'il a mis à nous également. Je sais pas vous, mais moi je m'attendais pas à autant de puissance. On va parler également de son pouvoir, faire un petit cours de physique rapide, vous allez voir. Avant de rentrer dans le vif, je suis particulièrement contente de cette analyse et de ce chapitre en général. Donc n'hésitez pas, je vous le demande maintenant régulièrement, mais à laisser un petit pouce en fin de review si elle vous a plu. Cette fois-ci c'est bon, on y va. Le chapitre s'ouvre donc sur notre ami Panda qui se la joue ours en peluche. On apprend à ce moment-là quelle est la mission qui lui a été confiée, celle de négocier avec l'ange. Ange qui a priori n'est pas encore avec Megumi puisque, je vous le rappelle, mais tous ces événements depuis le début de la traque se passent en parallèle les uns des autres. Mais je ne me souvenais plus si on avait eu le détail de qui fait quoi, maintenant on sait. Akari était censé s'occuper des combats et Panda de la négociation. Et le fait d'avoir été séparés en entrant dans la colonie a bien évidemment mis à mal cette organisation. Après tergiversation, Panda décide de passer à l'action, et là, on peut pas dire que la chance soit de son côté, là où Akari, lui, pour le coup, en a eu et est tombé sur un adversaire contre lequel il va se balader, ce pauvre Panda tombe lui sur le pire adversaire qui soit, Kashimo, qu'on n'avait pas revu depuis le chapitre 158, où on nous l'avait introduit. Le temps file à une de ses vitesses, et j'ai l'impression que c'était littéralement hier qu'on le découvrait. Nos deux protagonistes se croisent et là logiquement Kashimo se dit que ce panda a dû s'échapper d'un zoo et la petite subtilité avec la traite d'origine c'est que dans cette dernière Kashimo parle du zoo de Ueno qui est un zoo de Tokyo bien connu situé dans le parc du même nom et qui est justement célèbre pour ses pandas qui en sont les mascottes. À mon sens on aurait pu garder le nom de zoo de Ueno en y accolant une petite note, bon chacun son travail, je ne m'avance pas plus. Le fait qu'à ce moment-là, Kashimo connaisse la notion de zoo alors qu'il est censé être un exorciste d'il y a 400 ans me fait sérieusement me poser la question de la place des souvenirs des corps dans lesquels les exorcistes du passé sont réincarnés, qui sont visiblement importants et sont surtout, avec un peu de recul à mon sens, un moyen pour Akutami dans la narration de s'éviter le trope un peu relou du gars d'un autre temps qui débarque sans rien connaître des codes du nouveau monde dans lequel il se trouve. Grâce aux souvenirs qu'ils ont de leur hôte, on va dire, ils sont effectifs tout de suite dans le combat, et là encore une fois c'est très malin et ça permet de ne pas perdre de temps et ça va totalement dans le style de narration très nerveuse que nous offre le mangaka depuis le départ. Les doutes de Kashimo s'éveillent donc en voyant Panda se remettre sur ses quatre pattes dans une tentative de diversion. Kogane confirme bien sa participation à la traque en tant que joueur et c'est parti pour une petite démonstration de force de la part de Kashimo. Il est très rapide, il cogne fort et surtout ses attaques sont bien de type électrique comme on le soupçonnait depuis le départ. Le noyau de Panda étant plutôt de type défensif, c'est l'heure pour le mode gorille, son noyau offensif de passer à l'action. Il tente un drumming beat qui, je vous le rappelle, est, comme le souligne Kashimo d'ailleurs, une attaque qui cause des dommages internes chez son adversaire par le biais d'une onde de choc, et c'est à peu près la seule attaque que va pouvoir placer ce pauvre panda, puisqu'à partir de là, il va se faire arracher un bras, ça commence à devenir habitude dans Jujutsu, et là on peut noter aussi un petit quelque chose, c'est que le bras arraché dégage non seulement une sorte de rembourrage, comme celui qu'on peut trouver dans les pluches, mais aussi du sang, et là il y a une différence avec le tome 0, où dans son combat contre Geto, il y avait uniquement du rembourrage et pas de sang du tout. Donc comme je vous le disais en intro, Panda en prend plein la tronche, et en même temps, c'est pas qu'il est mauvais, c'est surtout que Kashimo est incroyablement fort. J'ai rarement vu un personnage dans Jujutsu nous être montré autant dans la toute-puissance dans son introduction, à part peut-être Sukuna quand on le voit la première fois, j'ai eu cette même sensation d'une aura surpuissante et très confiante surtout. Et encore une fois, dans le dessin, c'est parfaitement retranscrit, les expressions très froides de Kashimo quand il demande où est Sukuna et quand il dit à Panda qu'il est faible me font penser à celle de Gojo quand il est en mode psycho pendant l'arc Shibuya, et même certains coups qu'il porte sont la marque des plus forts. Quand on le voit mettre 3 coups de poing à la suite dans le visage de Panda très rapidement, on a eu la même mise en scène quand dans l'arc flashback, Toji met plusieurs coups d'affilée dans la jambe de Gojo avec la lance céleste. On peut aussi parler du triple coup de pied de Yuji sur un ami, entre autres choses. Donc bref, tout ça pour vous dire que le mec est clairement créé pour peser dans la traque.
Je reprends le cours du chapitre. À ce moment-là, Panda en mode de gorille est encastré dans le conteneur. Kashimo demande où se trouve Sukuna. Et là, on peut affirmer que, de 1, Panda est le best Panda, puisque même des faits, il ne balance pas son pote Yuji. Et que, de 2, il est au moins aussi mauvais menteur que Yuji. Hein. Vous savez, quand ce dernier affirmait à Akari ne pas connaître Gojo, en disant à Kashimo que son oncle portait lui aussi le nom de Sukuna. Et là, Akutami décide de nous dévoiler, sans crier gare, en nous balançant un peu ça comme ça, qui est la fameuse grande sœur de Panda, hein, ce troisième noyau, hein, qui semble être une sorte, du coup, rhinocéros triceratops. Et j'adore ce qu'il fait à ce moment-là, parce que c'est tellement lui, c'est-à-dire qu'un truc qu'il nous a teasé depuis le combat contre Mekamaru, là, pendant le tournoi, donc chapitre 39 quand même, hein, on en est au 184 là, et ben il va tuer la révélation dans l'œuf en 2-2, puisque Panda va se faire atomiser par l'attaque électrique de Kashimo. Encore une fois, on va jamais là où on s'attend avec ce mangaka, et c'est trop cool. Mais juste avant ça, on a l'explication de la technique de Kashimo, et là encore, le contraste entre les personnages est ouf. Là où la semaine dernière, on avait 3 pages explicatives remplies de texte pour l'extension d'Akari, et encore, on n'a pas tout compris, là, on a 3 cases du narrateur, emballé, c'est pesé, débrouillez-vous avec ça. Donc, et c'est là-dessus qu'on conclura sur ce chapitre, sur le chapitre en lui-même, avant de spéculer sur la suite comme d'habitude. Le pouvoir de Kashimo a donc un rapport avec l'électricité. D'ailleurs, j'aime beaucoup, encore une fois, le soin du détail que met Akutami dans le design des persos et comment leur technique se reflète physiquement chez eux. Les 2 chignons qu'a Kashimo sur la tête m'ont tout de suite fait penser aux arcs en acier, comme ceux qu'on peut retrouver sur les tasers, par exemple, vous savez, les tasers défensifs, et qui forment un arc électrique quand on les allume. Voilà, petit détail que j'avais envie de souligner. Retour à sa technique. Kashimo donc, manipule l'énergie comme il manipule son énergie occulte. Il charge son adversaire en énergie positive et la charge négative qui est retenue dans son corps, une fois relâchée, provoque un éclair entre les deux. Et en fait, son pouvoir fonctionne exactement comme le phénomène des éclairs qu'on peut observer dans le ciel régulièrement. Prenez un nuage, le cumulonimbus plus précisément, qui sont les nuages dans lesquels se forment les orages. À cause du vent, les particules présentes dans les nuages vont venir se frotter les unes aux autres, et c'est ce frottement qui va charger le nuage en électricité négative à sa base. Le sol, lui, étant chargé en énergie positive, et comme en électricité les opposés s'attirent, c'est là que va apparaître le fameux éclair. Pour amener cette explication dans le contexte du chapitre et pour que ça soit un peu plus clair, voyez Kashimo comme ce nuage chargé en énergie positive et Panda, le sol, l'énergie positive. Et comme je viens de vous le dire juste avant, les opposés s'attirent, c'est ce qui assure à Kashimo de toujours toucher son adversaire et ce, même sans extension du territoire. Donc encore, a priori, un pouvoir complètement cheaté puisqu'à chaque coup il peut toucher son adversaire. Panda semblant en cette fin de chapitre en très mauvaise posture face à un Kashimo bien déterminé à savoir où est Sukuna pour enfin le rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite ? J'ai du mal à croire que ça soit la fin pour Panda. Je le vois pas non plus gagner, faut pas exagérer, mais j'imagine bien un petit baroud d'honneur qui nous montrerait de quoi est vraiment capable sa grande sœur avant qu'Akari ne prenne éventuellement le relais. Parce que si on suit la logique, Kashimo versus Akari, c'est le prochain grand combat qui nous attend. Et avec le recul, pour moi, les combats Akari-Charles d'un côté et Kashimo-Panda de l'autre servent principalement à poser les bases de qui sont Akari et Kashimo, de la puissance et de la menace qu'ils représentent. On ne sait pas encore en quoi consiste le bonus que touche Akari quand le jackpot tombe, et Kashimo, à mon avis, a encore de belles choses à nous montrer. Un combat qui promet encore pas mal pour la suite. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve lundi prochain pour le chapitre 185. En attendant, prenez soin de vous, lisez des mangas, regardez des animes, et moi je vous dis à la prochaine.